Alors, bienvenue à tous. Un grand merci aux membres du jury d'avoir accepté de participer. Et un grand merci à toutes les personnes qui sont venues ici et qui sont présentes en distanciel, puisqu'il y avait plus de 60 personnes là, qui étaient connectées. Donc, voilà, c'est super. Alors, je vais vous présenter mon HDR qui s'intitule « Utilisation de la cartographie prédictive pour mieux comprendre l'écologie des espèces et adapter les forêts au changement climatique ». Donc, un petit mot déjà d'introduction pour dire qu'on a environ 4,6 milliards d'hectares de forêt sur la planète et plus de 3 trillions d'arbres, ça fait beaucoup, qui remplissent de nombreux services écosystémiques, entre autres la biodiversité. Donc, on a plus de 60 000 espèces d'arbres recensées et plus de 80% de la biodiversité qui est située dans les forêts. On a aussi une production de bois qui est très importante, hein, par exemple, plus de 3 000 millions de mètres cubes de boiron sur la planète par an. Un autre service écosystémique, c'est le captage de carbone. Près d'un quart des émissions de carbone sont captées par nos forêts. Il y a aussi de nombreux autres services écosystémiques, je ne vais pas tous les citer. Ces forêts ont vécu une période faste au cours des dernières décennies, avec une augmentation de productivité qui était due aux dépôts azotés, au CO2 dans l'atmosphère, qui ont eu un rôle fertilisant. Et avec les hausses de température, les saisons de végétation étaient plus longues. Mais ces effets sont contrebalancés par les conséquences du changement climatique, de l'augmentation des températures et les changements en termes de régime hydrique. Et on observe aujourd'hui un déclin de la croissance des arbres, une thermophilisation des écosystèmes avec des changements d'aire de distribution des espèces et une augmentation des dépérissements de nos arbres dans différents biomes. Vous avez ici un exemple en région tropicale, en Europe et en France avec le réseau systématique français du DSF. Avec une augmentation de ces problèmes sanitaires sur un nombre très conséquent d'espèces. Donc, les services écosystémiques qui sont fournis par la forêt sont aujourd'hui en partie compromis. Et on a par exemple une diminution de la capacité de stockage de carbone qui fait craindre pour le stockage dans nos forêts. Alors, ce contexte remet en cause de nombreux acquis des forestiers. Les essences en place ne le seront plus forcément dans le futur, voire peut-être dans certains cas ne le sont déjà plus aujourd'hui. Les forêts productives ne seront plus forcément au même endroit dans le futur. Et donc, on aura une forêt qui sera différente. Et on peut même, par endroit, se poser la question de savoir si on aura encore des forêts. Donc, face à ce contexte, on a un besoin de connaissances qui est important, à la fois sur de larges échelles spatiales et temporelles, concernant la vulnérabilité des peuplements en place et la possibilité d'adaptation des peuplements existants. Donc pour ça, il faut bien connaître la distribution dans l'espace et dans le temps des facteurs du milieu et la façon dont ils vont jouer sur la dynamique forestière. Alors, il y a un certain nombre de freins existants qui concernent les données écologiques. Donc, on a un manque de disponibilité de certaines données spatiales qui ont une importance physiologique pour la plante. On pense notamment aux données qui sont liées au sol. Il y a des questions d'échelle. La résolution des données numériques ne correspond pas toujours à celle qui serait nécessaire pour bien simuler les processus sous-jacents, et ça ne correspond pas toujours aux besoins des acteurs non plus. Par exemple, les cartes à large échelle, qui sont élaborées sur de vastes territoires, ne prennent pas bien en compte la variabilité locale. Si je prends un exemple, hein, on a un modèle qui représente les températures qui s'appelle Safran, du CNRM. Au sein d'un pixel de Safran, des fois, on peut avoir plus de 10 degrés d'écart dans des zones de grandes montagnes comme dans les Alpes. On a des limites qui viennent au niveau des espèces. On a des difficultés pour évaluer et comparer les limites écologiques des espèces pour plusieurs raisons. Déjà, on a un manque de données. On peut avoir des confusions entre des facteurs, donc par exemple le stress hydrique et l'excès d'eau. Et puis, on aura des méthodes d'études qui sont différentes, qui limitent sur des espaces géographiques différents, qui limitent les comparaisons. Enfin, concernant l'état sanitaire des forêts, on a une difficulté à démêler les causes de dépérissement. Quels sont les peuplements vulnérables, quelles sont les causes climatiques, les seuils climatiques qui entraînent un dépérissement. C'est des choses qui sont relativement mal connues. Alors, mon exposé va se dérouler selon 4 axes de recherche qui ont été étudiés. Le premier, je vais parler des cartes des facteurs qui décrivent le milieu. Ensuite, on va parler de la question des échelles, des préférences écologiques des essences, puis on finira avec la vulnérabilité des essences. Alors, ce travail, il a été réalisé en partenariat. Donc, c'est un travail qui s'apparente à de l'écologie spatiale ou à de la biogéographie, si on veut relier ça à une discipline. Il a été fait en partenariat avec de nombreux acteurs du monde scientifique,
donc du monde de la géomatique, auquel je suis assez lié, du monde de la pédologie, par exemple, des sciences du sol, du climat, des écologues, etc., etc. Donc, il y a des acteurs assez diversifiés, mais aussi de nombreux acteurs du territoire assez diversifiés, allant de la communauté de communes jusqu'aux gestionnaires forestiers. Donc, c'est un monde qui est assez large. Il y a beaucoup d'interactions. C'est un travail qui a été réalisé aussi avec de nombreux partenaires en interne, au sein de l'équipe et du laboratoire Silva, et beaucoup de personnel temporaire, de nombreux stagiaires, des CDD, des thésards, un postdoc et une ingénieure d'études, dont un certain nombre sont présents dans cette salle, et je les en remercie. Alors, concernant la première partie, la cartographie des facteurs du milieu, on va distinguer deux types de facteurs, ce qu'on va appeler des facteurs directs, qui ont une importance physiologique pour expliquer la croissance, le développement des plantes, leur distribution, et des facteurs indirects qui vont être corrélés, liés avec ces facteurs directs, mais qui n'expliquent pas directement, enfin, qui n'ont pas d'importance physiologique directe. Donc, des facteurs directs, ça va être par exemple la pluie, la température, les nutriments dans le sol. Des facteurs indirects, ça va être par exemple de la géologie, de la pente, de l'exposition ou de l'altitude. Donc nous, on va surtout s'intéresser à la cartographie de facteurs directs qui vont décrire principalement les propriétés du sol, le climat ou la dynamique du climat. Donc on se base sur des estimations ou des mesures de terrain. On va pouvoir interpoler ces données-là ou à l'aide de cartes numériques existant et décrivant ces facteurs indirects, on va faire des modèles pour élaborer des cartes prédictives qui vont ensuite être évaluées. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est une question d'échelle. Donc, on va tester, on va regarder quelle peut être l'échelle d'utilisation de ces différentes cartes prédictives. Troisième étape, on va s'intéresser aux préférences écologiques des espèces. Donc, à partir de données décrivant la productivité ou la distribution des espèces, comme des présences-absences d'espèces, ou des indicateurs issus d'imagerie satellitale qui sont corrélés à la productivité, on va faire des modèles. Donc, on va céder des cartes de facteurs du milieu qui ont été réalisées à l'étape précédente. Pour ça, on va faire des cartes prédictives qu'on va, là encore, évaluer à différentes échelles potentiellement. Quatrième et dernier volet, la vulnérabilité des espèces. Donc, on va s'intéresser notamment à des données de dépérissement, donc des évaluations sanitaires. On va utiliser aussi des données caractérisant la dendrométrie des peuplements. Et on va développer deux approches. Une qui est basée sur des modèles de distribution rétrospectifs. Je vais vous expliquer ce que c'est dans les minutes qui viennent. Et une deuxième approche qui est basée sur des modèles de dépérissement. Et là encore, on va se servir à la fois des facteurs du milieu cartographiés à l'étape 1, des connaissances acquises à l'étape 2 sur les préférences écologiques pour faire des modèles, des cartes prédictives qu'on va, là encore, évaluer. Alors, le premier volet, concernant les facteurs du milieu, alors je vais vous décrire brièvement les différents facteurs cartographiés et puis on va se cibler deux exemples. Donc, on s'est intéressé à la cartographie, à la cartographie de facteurs nutritionnels du sol, comme le pH ou le C sur N, ici. On s'est intéressé à l'excès d'eau, comme l'hydromorphie temporaire ou l'hydromorphie permanente. On s'est intéressé à des facteurs énergétiques, comme le rayonnement solaire, les températures, les différentes températures ou l'évapotranspiration. Et on s'est intéressé au bilan en eau du sol. Donc, le bilan en eau du sol, on a des apports, les précipitations, qui vont arriver dans le sol, sur le sol en tout cas. On a des départs, donc l'évaporation et la transpiration, c'est le TP. Si on fait un calcul de différence entre les deux, du P moins ETP, c'est ce qu'on appelle un bilan hydrique climatique, une donnée qui est souvent utilisée. Et puis, on peut prendre en compte le compartiment sol. Donc, on a une capacité du sol à stocker l'eau, qu'on appelle la réserve utile maximale. Et donc, elle va se remplir et se vider au fil des apports et des départs. Et on en tire différents indicateurs, comme la réserve utile, qui est l'eau disponible dans le sol pour les plantes. Et on peut tirer aussi des indicateurs de stress hydrique, comme par exemple le déficit d'évaporation en eau, dont je vais parler tout à l'heure. On peut, pour complexifier un petit peu le système, prendre en compte les apports latéraux, les départs latéraux en eau, de surface ou de subsurface. Alors, on va s'intéresser, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le pH des sols. Donc, le problème du pH, c'est qu'on n'avait pas de carte existante des pH forestiers en France. On a des cartes qui existaient, mais qui étaient faites avec des relevés de milieu ouvert qui sont très différents de ce qui existe en milieu fermé. Et on n'a pas assez de mesures en forêt pour pouvoir faire des cartes à l'échelle d'un territoire comme la France. Donc, les études en écologie, elles utilisent souvent des facteurs indirects, dont je vais parler tout à l'heure, donc des cartes de sol, des cartes géologiques, des données d'humus relevées sur le terrain, pour
et essayer de mieux comprendre l'écologie des espèces. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de détourner ce manque de mesures en utilisant des techniques de bioindication qui ont été développées par Jean-Claude Gégou dans ce laboratoire. Et donc, à partir de relevés floristiques, notamment de l'inventaire forestier national, on en a beaucoup, plusieurs centaines de milliers, on va pouvoir essayer de faire des cartes. L'hypothèse sous-jacente, c'est qu'on a des cartes qui sont performantes malgré l'absence de mesures. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On part d'une base de données qui va avoir à la fois des présences-absences d'espèces et des données de pH, si je prends l'exemple du pH, et on va regarder quelle est la probabilité de présence de l'espèce le long du gradient de pH. La valeur de pH pour laquelle on a la plus forte probabilité, c'est ce qu'on appelle la valeur indicatrice. On va calculer sur un relevé floristique la valeur indicatrice de toutes les espèces présentes pour lesquelles on a les données, et on va pouvoir prédire une valeur de pH à l'échelle de la placette. Après, par des techniques d'interpolation, par exemple, on va spatialiser l'information à l'échelle du territoire et on va l'évaluer. Donc ici, par exemple, avec 250 mesures, on a un R2 de l'ordre de 0,6 pour arrondir. Et on pourra tester également la capacité de cette donnée-là à prédire après la distribution, la croissance des espèces. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, deuxième exemple, après le pH, le bilan en eau des sols. Donc, je vous ai décrit un peu le principe général, mais grossièrement, on a trois données. On a la donnée de pluie, qui est la donnée de base. On peut calculer un bilan hydrique climatique, je l'ai dit, avec uniquement la partie climat, ou intégrer le compartiment sol pour calculer ce qu'on appelle un bilan hydrique édaphique. Concrètement, les pluies et les bilans hydriques climatiques sont largement utilisés dans la littérature parce que ce sont des données qui sont facilement disponibles. Le problème pour avoir un bilan hydrique édaphique, c'est l'absence d'informations concernant la réserve, la capacité du sol à stocker l'eau, donc la réserve utile maximale des sols forestiers. L'idée, c'est d'obtenir des cartes de bilan hydrique édaphique, donc qui intègrent cette réserve en eau, qui va se remplir et se vider, qui est a priori plus fonctionnelle. Mais il y a des questions qui se posent derrière. Déjà, on intègre beaucoup de variables en amont qui ont chacune leurs incertitudes. Alors, est-ce qu'en faisant ces cartes-là, on ne va pas cumuler les incertitudes et obtenir des variables qui n'ont pas de sens? Et puis après, il y a des problèmes de validation. On n'a pas de mesure de terrain pour valider ce genre de données. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Déjà, on a modélisé tous les intrants climatiques, soit à partir de postes Météo France pour les pluies et les températures, soit à partir d'un MNT pour le rayonnement solaire. Ensuite, on va estimer la réserve utile maximale des sols. On va calculer le bilan hydrique édaphique et on peut également intégrer derrière les flux hydriques qui sont jamais pris en compte à ces échelles-là parce qu'on ne sait pas les simuler. Avec l'hypothèse sous-jacente que les données de notre bilan hydrique édaphique qui intègre le sol soient plus performantes que notre bilan hydrique uniquement climatique ou la pluie simplement, et que les flux améliorent ces calculs. Donc, comment est-ce qu'on fait? Sur les données de l'inventaire forestier de l'IGN, là encore, on a des données élémentaires, comme des profondeurs de sol, des charges en cailloux, des textures, qui nous permettent de faire une estimation. On va convertir les données de texture en teneur en eau. Donc, il y a des fonctions de pédotransfert, on appelle ça, qui permettent de faire des conversions, qui sont plus ou moins élaborées. Donc, on a testé différentes fonctions. On a trouvé celle qui paraissait être la meilleure. Et on va pouvoir cartographier à l'échelle de la placette, enfin estimer à l'échelle de la placette la réserve utile maximale et ensuite interpoler ça à l'échelle du territoire. Alors après, il faut valider ces choses-là. On n'a pas de mesure. Donc, on a testé ici, par exemple, ces valeurs vis-à-vis de leur capacité à prédire la croissance des arbres. Donc, trois essences, l'épicéa, le hêtre et le chêne sessile. Et on a regardé si par rapport à une donnée beaucoup plus élémentaire, la simple profondeur de sol, on arrivait mieux à expliquer la croissance de ces espèces avec les cartes de réserve utile maximale précédemment élaborées. Et on voit que pour les trois essences, quand on compare les deux, on a une part de variance expliquée qui est plus importante en prenant la réserve utile maximale des sols. Donc, on a un peu progressé. L'étape suivante, ça va être de calculer le bilan hydrique édaphique, d'accord, et le comparer avec des données de bilan hydrique purement climatique ou des pluies. Donc, on voit ici déjà graphiquement, entre un bilan hydrique climatique et une réserve utile des sols, on n'a pas la même chose. Donc, ce n'est pas corrélé. Le fait de prendre en compte le compartiment sol change la distribution spatiale de des valeurs. Et on a testé, on a comparé la capacité prédictive des bilans hydriques climatiques ou des pluies ou des bilans hydriques édaphiques à améliorer des modèles de distribution des espèces. Est-ce que ça expliquait mieux la distribution des espèces? Et tous les points qui sont au-dessus de la droite, là, ce sont des espèces pour lesquelles le bilan hydrique édaphique est plus performant que le bilan hydrique climatique ou la pluie. Donc, ça marche ici sur 82% des espèces qui sont sensibles à l'eau.
Étape suivante, on peut essayer d'intégrer des flux dans le sol et sur le sol, donc le long des toposéquences. Et on a retesté là par rapport à des modèles de distribution d'espèces pour voir si on a amélioré la prédiction de la distribution des espèces. Et ça marche ici pour 79% des essences. Donc par rapport à un bilan hydrique édaphique sans les flux, la prise en compte de ces flux améliore le calcul. Pour terminer, là, on a parlé de spatial, mais il y a aussi l'aspect temporel. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir une dynamique de l'évolution de ces variables édaphiques dans le temps. Donc, on a calculé des séries temporelles depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, mois par mois. Donc, on a 720 couches pour chacune, à peu près, pour chacune des variables climatiques. Et ça permet de calculer des tendances. Donc là, par exemple, on a une carte qui représente l'évolution du stress hydrique au cours de la période 87-2020. C'est notre indice de stress hydrique du bilan hydrique édaphique. Et on voit par exemple que dans le nord-est de la France, l'évolution n'est pas très favorable. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est les fortes évolutions de stress. Alors, on va attaquer le deuxième volet, la question de l'échelle. Alors ça, c'est une question qui est importante, sachant que derrière le terme d'échelle, il y a deux choses. Il y a à la fois la résolution, donc la taille des cellules des cartes qu'on va produire, et il y a la question de l'emprise, donc la zone sur laquelle on fait le calcul. Ces résolutions, la plupart du temps, dans la littérature internationale, elles sont déterminées empiriquement, parce que c'est compliqué. Et il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable de faire de la fine résolution spatiale? Est-ce que ça a un intérêt de diminuer de plus en plus la taille des cellules ou pas? Après, il y a une question qui est liée à l'emprise. Est-ce qu'on est capable de faire des cartes sur de vastes emprises et de les utiliser localement? En termes de scientifique et de gestion, ça a un grand intérêt, ça simplifie le travail, mais on ne sait pas trop si ça marche. Donc, pour réaliser ces tests, on a travaillé ici sur des modèles. Donc, on a repris nos données de pH ou de réserve utile ou de bilan en eau, mais on a fait des modèles derrière pour spatialiser l'information. Et ces modèles ont été calculés à des résolutions variables. Donc, l'originalité de ce travail-là, c'est qu'on cherche un compromis entre l'emprise, qui est vaste, la résolution, voir si on arrive à une résolution fine, donc une résolution spatiale, mais aussi avoir une donnée dynamique dans le temps. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez original au niveau scientifique. C'est rarement le cas. Nous avons comparé ces différentes cartes, la performance de ces cartes pour différentes résolutions et différentes emprises, avec deux hypothèses, que la résolution plus fine était pertinente et que c'était particulièrement vrai quand on réduisait l'emprise de la zone d'étude. Donc on a testé ça, je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple, c'est sur les températures. Donc on a calculé des modèles de température à des résolutions qui varient entre 50 mètres et 50 km de côté sur le nord-est de la France. Et on a équipé de 28 capteurs 3 communes situées dans les Vosges, autour de la Bresse. Et on a comparé nos modèles qui étaient calés à l'échelle nationale avec les données de nos 3 capteurs à l'échelle locale pour voir si on arrivait à prédire quelque chose ou pas. Alors, on voit deux choses. La première, c'est qu'au-delà d'1 km de résolution, ici, la performance décroît fortement. C'est un R2, la courbe qu'on a en bleu. Et on voit que la résolution optimale, ici, alors ce sont des températures maximales, et pour une résolution de l'ordre de 250 mètres. Donc en infrakilométrique, on gagne encore un petit peu, moins, mais on gagne encore un petit peu. On a comparé sur ce dispositif différents modèles qui existaient, donc le modèle Safran du CNRM, le modèle Shelsa et les modèles qu'on a réalisés là, qui s'appellent Digitalis. Et on voit que ces modèles-là, donc élaborés sur de vastes emprises, ils sont plutôt pas mauvais pour expliquer les températures maximales, mais par contre, ils ont beaucoup de mal à expliquer les températures minimales. Et on s'est aperçu qu'il y avait un très fort effet dans ces vallées avec les mesures des descentes d'air froid qui expliquent probablement cette moindre capacité des modèles numériques à simuler les valeurs minimales que les valeurs maximales. Ces descentes d'air froid sont difficiles à modéliser. On voit aussi que Safran, qui a une résolution plus large, de façon assez logique, arrive moins bien à prédire à ces échelles locales. Et on voit que pour les différentes variables, ce qu'on voit ici pour les températures maximales, ça marche aussi pour les températures minimales et moyennes. On arrive à des résolutions les plus performantes qui sont entre 100 et 250 mètres suivant les variables. Donc, il est possible d'avoir des résolutions relativement fines utilisables à des échelles locales. Le deuxième exemple, c'est le pH. On a fait exactement pareil. Hein. On a fait un modèle de pH et on a spatialisé le modèle à des résolutions variables allant de 50 mètres à 50 km de côté. Simplement, cette fois-ci, on a comparé la performance sur des mailles, donc des emprises de taille décroissante. Donc, on a regardé quelle était la performance avec un jeu de validation indépendant.
de ces modèles sur des mailles de 100 par 100 km, qu'on voit ici, de 50 par 50 ou de 25 par 25. Et alors, on s'est aperçu de deux choses. Donc ça, c'est sur le nord-est de la France. On est sur l'ancienne région, enfin la région Grand Est, hein, même. On s'est aperçu que les cartes à fine résolution spatiale, donc quand une carte à fine résolution spatiale, 50 mètres, marche mieux que les autres, c'est des carrés qui sont rouges. Quand ce sont les cartes à large résolution spatiale, ce sont des carrés qui sont en blanc ou en clair. Et on voit que les carrés rouges, en fin de compte, ils sont sur les zones hétérogènes. Donc les cartes à fine résolution spatiale marchent mieux sur les zones hétérogènes que sur les zones homogènes. Donc ça, c'est la première chose. Et ici, à droite, ce qu'on voit, c'est que plus on diminue la taille de l'emprise, donc si on passe d'une maille de 100 à 50 ou à 25 km, la performance des cartes à fine résolution spatiale augmente. Le chiffre que vous avez ici, par exemple, c'est le pourcentage de cartes à résolution de 50 mètres de côté qui sont plus performantes que les cartes au pas de 1 km. Et on voit qu'on passe de 35% sur des carrés de 100 par 100 à quasiment 60% sur des carrés de 25 par 25. Donc plus on diminue la taille du site d'étude, plus les cartes à fine résolution spatiale sont pertinentes. Donc on va passer au troisième volet, les préférences écologiques des espèces. Donc connaître les limites écologiques des espèces dans un contexte de changement climatique, c'est quelque chose d'essentiel. Avec plusieurs questions. Quels sont les indices écologiques qui sont importants? Est-ce qu'ils sont suffisamment bien calculés? Et les essences répondent-elles aux mêmes facteurs quand on veut comprendre leur distribution et leur croissance? Donc, on a évalué ces différents indices, donc ceux qu'on a calculés à l'étape 1, au regard de données de distribution ou de productivité. On a essayé de déterminer si un jeu d'indices réduits pouvait être efficace. On a essayé ensuite de quantifier les limites écologiques et de comparer les niches écologiques des espèces avec une hypothèse, c'est qu'un jeu réduit d'indices pouvait déterminer la niche écologique de nombreuses essences. Alors, on a testé dans une étude à l'échelle nationale, à l'aide, là encore, de placettes de l'IGN, on a testé 61 variables pour expliquer la distribution des 32 essences les plus communes de France. Et on a identifié 4 pôles importants. Déjà, les données bioindiquées de pH dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de C sur N, ou les données d'engorgement qui là aussi sont bioindiquées, ont une forte capacité prédictive au regard de la distribution des espèces. Ensuite, on a un pôle hydrique et un pôle énergétique qui ressort, et les variables les plus pertinentes pour chacun d'entre eux sont les températures moyennes annuelles pour l'énergétique et le déficit d'évaporation en eau estivale pour les apports en eau. Donc, on a réussi à identifier 6 variables, donc les 6 qui sont entourées ici en rouge, et on a refait tourner les modèles calibrés avec 61 variables avec ces 6 variables, et on a obtenu quasiment la même performance, montrant qu'il était possible d'utiliser un jeu réduit de variables pour prédire la distribution des essences. On s'est aperçu aussi que les variables de bilan hydrique et DAFIC fonctionnaient mieux que les variables de pluie ou de bilan hydrique climatique, et que les indicateurs de stress hydrique étaient plus efficaces pour prédire la distribution des essences que des valeurs de réserve utile. Donc c'est plus le manque d'eau qui structure leur distribution que l'eau disponible. Ces 6 variables identifiées ont permis pour les 32 essences de caractériser la gamme de valeurs dans lesquelles elles vivent. Donc pour chacun des facteurs, on a fait tourner le modèle, on a identifié si les variables étaient significatives ou pas, et quelle était l'amplitude, donc la gamme de valeurs pour lesquelles une espèce survit. Donc, par exemple, pour le sapin, on voit ici qu'il est présent entre 3,3 et 8 degrés, je crois, de température moyenne annuelle. Et plus le petit symbole ici est épais, le rectangle est haut, plus cette variable a d'importance pour expliquer la distribution de l'espèce. Donc, on a vu que ces essences-là répondaient à ces 6 facteurs. On a également fait des tests au regard de la productivité, enfin d'un proxy de la productivité, le NDVI, et on a obtenu des résultats similaires avec une bonne performance des températures, du stress hydrique et aussi de la nutrition azotée. Donc, je passe rapidement dessus. Avec ces modèles de distribution d'espèces, on peut ensuite faire des cartes. Vu que tous les facteurs existent sous forme cartographique, eh bien, on peut cartographier les modèles, et donc on va avoir une cartographie des zones où les conditions écologiques sont favorables ou non à l'espèce. Quatrième et dernier volet, le volet vulnérabilité. Donc, les dépérissements de nos essences sont statistiquement des événements rares, même s'il y en a de plus en plus souvent. Mais c'est très compliqué à analyser parce qu'il faut démêler différents facteurs. Il y a des facteurs qui sont des facteurs prédisposants, par exemple une forte surface terrière.
des facteurs qui sont déclenchants, par exemple un stress hydrique, une sécheresse, et des facteurs qui sont aggravants, souvent des attaques biotiques qui vont achever les arbres. Dans les études internationales, le plus souvent, on a des données de pluie ou de température qui sont utilisées pour simuler le climat. Et souvent, on ne prend pas en compte les dynamiques du climat dans ces études. On ne prend pas en compte non plus les bilans hydriques et DAFI. Et il peut y avoir des confusions entre l'évolution des peuplements et l'évolution du climat. Si on a une augmentation de la surface terrière d'un peuplement, par exemple, eh ben, son effet peut être confondant avec une évolution du climat. Donc, l'enjeu, ça va être d'essayer de déterminer, de quantifier les facteurs de vulnérabilité des essences et les zones qui peuvent être vulnérables. Alors, on a peu d'outils pour faire ça aujourd'hui, et celui qui est le plus couramment utilisé, c'est les modèles de distribution des espèces, qui sont souvent dans la littérature projetés dans le futur. Et c'est difficile d'évaluer s'ils sont pertinents ou pas, parce qu'on n'est pas dans le futur. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a mis en place 2 approches pour tester ça. La première, c'est une approche de modèle rétrospectif. Donc, on a calé des modèles dans le passé qu'on a projetés dans le présent pour voir si ça fonctionnait. Et la deuxième, c'est une approche qui est basée sur des modèles de mortalité. Donc, il y a 2 hypothèses. La mortalité des arbres augmente quand les aires de distribution des espèces se décalent vers le nord ou en altitude. Donc, dans les zones où la probabilité de présence de l'espèce diminue, il y a plus de mortalité. La deuxième hypothèse, c'est que le dépérissement peut être expliqué avec les données dont on dispose, donc des données de peuplement, des données environnementales. On arrive à faire des modèles de dépérissement qui sont cohérents. Donc, première approche, ces modèles de distribution rétrospectifs. Donc, c'est ce que je vous disais, on a calé des modèles sur une période ancienne, quand le climat ne s'est pas trop réchauffé en France. Donc, on a travaillé à l'échelle ici du massif vosgien. Donc, on a calé des modèles en 61-80, pour la période 61-87, et on les a projetés dans une période présente, ici 2014-2019. Le climat s'étant réchauffé, ces modèles montrent un décalage des aires de distribution vers le nord et en altitude. Et donc, l'hypothèse qu'on teste, c'est qu'on a plus de dépérissement dans ces zones qui sont issues du décalage, qui ne sont plus vraiment favorables aujourd'hui. Le résultat, on l'a ici pour le sapin et pour l'épicéa, qui a été traité dans la globalité de son aire de distribution et uniquement dans sa zone native. Mais en fin de compte, on n'a pas beaucoup de différence. Et on voit qu'il y a un petit écart. Hein. Donc, les placènes saines, l'hypothèse, c'est que les placettes saines soient avec des baisses de probabilité de présence de l'espèce plus faibles que les placettes dépérissantes. On voit un petit écart ici pour chacune des espèces, mais c'est vraiment modeste. Ça ne marche pas très bien. Alors après, ce qu'on a fait, on a été voir une échelle plus locale. Donc, on a découpé notre massif vosgien en grandes vallées, en grands bassins versants, et on a regardé dans chacun d'entre eux. Et là, on a vu des choses apparaître. Il y a un certain nombre de zones où, effectivement, plus la probabilité de présence baisse, donc ici, plus la probabilité d'avoir des arbres morts est importante. Donc, c'est le cas dans tout le sud du massif, qui est la partie la plus haute. Par contre, dans le reste des Vosges, soit il n'y a pas de signal clair, soit c'est même l'inverse qui se produit. Donc, ça concerne cette partie nord, ici. Donc, il y a de fortes différences suivant l'endroit où on est. Donc, les zones qui sont peu habituées aux sécheresses, qui sont plutôt dans le sud du massif, subissent plus de mortalité. Et par contre, là où les espèces sont habituées à un climat chaud et sec, par exemple en bordure de la plaine d'Alsace, eh ben, elles ont mieux résisté que prévu. Alors, l'hypothèse derrière, on peut prendre un exemple. Hein, on peut se demander si ça marche ou pas, ou si c'est juste une question de décalage dans le temps. Donc, je prends l'exemple de l'épicéa en France, qui est peut-être une espèce sentinelle, vu qu'elle était plantée en basse altitude. Si on prend ces modèles de distribution, à partir des années 87, là où le climat s'est réchauffé, ils ont prédit une diminution de l'air favorable, qu'on peut traduire par plus de mortalité. Et puis, à un moment donné, en se projetant dans le futur, arrive un moment où l'espèce, avec ces modèles-là, va disparaître d'une zone géographique comme le nord-est de la France. En fin de compte, en réalité, si on observe les données de terrain, pendant longtemps, il ne s'est rien passé. Donc, le modèle prédisait une disparition de l'épicéa, mais l'épicéa était toujours là, il ne se passait rien. Et puis, dans les années 2016-2017, dans le nord-est de la France, par exemple, on a eu une forte crise qui a conduit à une disparition de l'épicéa sur de vastes secteurs de plaine. Et donc, on peut penser que ça continue à fonctionner comme ça, sous forme de crise, avec des phénomènes biotiques derrière, hein, et que peut-être ces 2 approches, dans un futur plus ou moins lointain, vont se rejoindre. En tout cas, aujourd'hui, il y a un décalage, et ces modèles de distribution sont plus pessimistes que la réalité observée, du fait notamment de cette acclimatation dont on parlait tout à l'heure. La deuxième approche qu'on a utilisée sont des modèles de dépérissement. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse vraiment à la donnée, au statut vital de l'arbre.
avec des données de dépérissement qui sont récoltées sur le terrain. Ces travaux ont été faits notamment dans le cadre de la thèse d'Adrien Tacoen, qui a travaillé sur un grand nombre d'essences à l'échelle de tout le territoire, avec beaucoup d'arbres, hein, ici près de 400 000, et donc qui a modélisé le statut de l'arbre vivant ou sain à partir de données caractérisant le peuplement, l'intensité de gestion, le sol, le climat et l'évolution du climat. Qu'est-ce qu'il en ressort? Un poids très fort ici des variables qui sont dues au peuplement. Le statut de l'arbre ou les caractéristiques du peuplement expliquent une part importante de la mortalité dans les données de l'inventaire forestier. Et on peut tracer un portrait type de l'arbre mort. Hein. Ça va être un arbre qui est dominé de petites circonférences ou un vieil arbre dans une placette où il va être très mélangé. Une placette, alors il y a un effet mélange qui est important, il y a un effet structure aussi, avec une structure ni trop homogène ni trop hétérogène, et une forte surface terrière ou un fort recouvrement de la canopée. On a ici un exemple à l'échelle locale de la probabilité de dépérissement du sapin en fonction de la surface terrière, donc qui augmente avec la surface terrière. Donc ça a été calé sur 43 essences, avec des résultats plutôt concordants entre les essences. On a un deuxième pôle qui est apparu après le pôle peuplement, c'est un pôle climat avec principalement un effet qui est lié au changement de climat. Plus que le climat, c'est l'évolution du climat qui entraîne de la mortalité. Et donc, on a 60% des essences étudiées pour lesquelles on a réussi à mettre en évidence cet effet, avec de façon assez logique une augmentation des températures ou une baisse des précipitations qui fait augmenter la mortalité. Alors, ce qu'on s'est demandé, c'est quels étaient les arbres qui mouraient et où est-ce qu'ils mouraient. Donc, on a comparé des grands arbres dominants, des petits arbres dominants et des arbres qui étaient dominés. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, tous ces arbres étaient impactés par l'évolution des températures ou la baisse des pluies, mais avec un effet, l'évolution des températures affectant plus les dominés et l'évolution des pluies affectant plus les dominants, probablement pour des effets de tampon des zones couvertes. On a regardé ensuite où est-ce que ces arbres mouraient géographiquement, avec une hypothèse, si on a 1 degré de réchauffement, si on prend l'exemple des températures, si on a 1 degré de réchauffement climatique, est-ce que 1 degré de réchauffement avait le même impact dans le nord de la France ou dans le sud de la France, avec évidemment des températures plus chaudes dans le sud de la France. Et donc, c'est cette deuxième hypothèse qui l'a emporté assez largement, on le voit ici. Hein. Donc là, c'est le nombre de modèles pour lesquels ces variables sont significatives. Donc, pour la première hypothèse, on n'en a qu'une, et pour la deuxième, on a toutes les autres, sur 12 essences. Et donc, ça veut dire que l'impact du changement climatique est plus important là où il fait chaud et sec par rapport à des zones fraîches et humides à l'échelle du territoire français, ce qui valide l'hypothèse de décalage d'aire de distribution vers le nord et en altitude. Alors, si on regarde à des échelles plus locales, on voit d'autres choses, parce que l'effet du stress hydrique, qu'on voit à travers les pluies et les températures dans l'étude précédente, on le retrouve à des échelles plus locales, ici par exemple dans le massif vosgien, où on a environ 50% de la mortalité du sapin ou de l'épicéa dans les Vosges qui est attribuée à des facteurs hydriques. À l'échelle très locale, on va voir des facteurs topographiques qui vont jouer, versant sud, haut de versant. À des échelles plus régionales, on a cet indicateur-là qui va jouer. Donc, on a une augmentation du risque de mortalité, là où la dynamique du stress hydrique est importante, et notamment, on a une augmentation forte du stress hydrique au fil du temps. Donc, c'est cette carte-là. Donc, les zones rouges, par exemple, ici, représentent des secteurs où il y a une dynamique très défavorable du stress hydrique, et les zones vertes ou jaunes, où la dynamique est plus faible. Si on regarde une séquence, donc ce que vous voyez ici, c'est au fil du temps, sur les 40 dernières années à peu près, le niveau de stress hydrique. Si je prends un exemple dans la zone rouge, le trait rouge ici, un exemple dans les zones jaunes, vertes, le trait vert ici, on voit que le niveau de stress hydrique, aujourd'hui, il est à peu près similaire. Par contre, là où il y a plus de dépérissement, on voit que l'augmentation du stress hydrique a été violente ces dernières années. Et surtout, dans le passé, on voit qu'il y a un décalage entre le trait vert et le trait rouge. Donc, là où on a les zones vertes, le niveau de stress hydrique était historiquement plus élevé. Et aujourd'hui, on y observe moins de dépérissement. Donc, ça reconfirme avec une autre approche qu'on avait vue précédemment et qu'il y a une certaine acclimatation des sapins et des épicéas dans ces zones-là. Donc, du coup, on a une plus forte vulnérabilité dans les zones qui étaient initialement les moins contraignantes. Ce n'est pas forcément intuitif d'un premier abord. Et on a une résistance plus importante des sapins et des épicéas dans les zones habituées au stress thermique et hydrique dans le passé. Donc, avec ces approches de modélisation, ensuite, on va pouvoir faire des cartes de vulnérabilité. Donc, ici, on a appliqué le modèle avec les variables environnementales dont on disposait.
pour cartographier le risque de mortalité à partir de données observées sur le terrain. Et ce qu'on a fait, on a comparé cette carte-là par rapport à des données de l'ONF avec les bois morts qui ont été recensés sur les placettes, sur le terrain. Ce sont les dégâts accidentels qui ont été recensés. Et on s'est aperçu dans l'exemple du sapin qu'on avait 10 fois plus de bois morts dans les zones rouges que dans les autres zones. Pour l'épicéa, ça marche moins bien, c'est un facteur 2. Donc, on arrive à faire des cartes et segmenter les zones à risque. Alors ça, c'est intéressant pour adapter des préconisations de gestion en fonction du niveau de risque qui est déterminé. Alors, si on veut faire une synthèse de ces données de vulnérabilité, on peut dire, alors, ce petit graphique représente le niveau de stress hydrique qui va croissant et le temps, d'accord? Donc, pour toutes les espèces, la littérature le documente bien, on a des seuils physiologiques de stress hydrique à partir desquels les espèces vont mourir, d'accord? Donc, si on franchit ce seuil, ça va être défavorable pour l'espèce par rapport à une augmentation du stress hydrique, on ne franchirait pas ce seuil. Alors, pour les autres exemples, on ne va pas franchir ce seuil, mais on va voir des comportements différents. Donc, si l'évolution du stress hydrique est plus forte au fil du temps, on aura plus de chances d'avoir un déclin forestier que si l'évolution est plus faible. C'est ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Mais aussi, on peut faire l'hypothèse que si l'augmentation est plus subite, donc même si on part du même niveau de stress, on arrive au même niveau, si l'augmentation est plus subite, c'est un rôle plus défavorable vis-à-vis de l'essence. Donc ça, c'est des choses qui sont à confirmer. Et dernière hypothèse, c'est que si l'espèce n'était pas habituée, donc une espèce qui n'avait pas de stress hydrique dans le passé, une espèce qui n'était pas habituée à des conditions stressantes, à évolution identique, elle va moins bien résister qu'une espèce qui était déjà habituée à des situations stressantes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Alors, quelques limites de ces travaux existants. Concernant les cartes de facteurs du milieu, on a essayé de contourner le manque de données en utilisant des fonctions de pédotransfert pour les sols, de la bioindication, là aussi pour des données sols. Ça génère de l'incertitude, ces méthodes. C'est très pratique, on est très content de les avoir, mais ça rajoute des incertitudes. Toutes les approches basées sur le bilan en eau sont quand même relativement simples. Quand on estime une réserve utile maximale, la profondeur de sol n'est pas la bonne, par exemple. Hein. On ne creuse pas assez profond. Donc voilà, ce sont des approches très simplifiées. Ce qu'on a montré, c'est que malgré ces simplifications, ça fonctionnait. Il faut bien voir également qu'il y a des variables manquantes pour lesquelles on n'a pas de données. Donc j'en cite 3 ici, hein, comme le phosphore, le potassium et l'eau atmosphérique. Et ensuite, concernant la pertinence locale des variables, on a montré quelques cas où ça marchait, mais en fin de compte, c'est assez compliqué. Suivant les méthodes de calcul qui vont derrière ces variables, on aura des résultats qui sont hétérogènes. Globalement, ça marche, mais c'est plus compliqué que ça. Alors, concernant l'écologie des espèces, forcément, s'il nous manque des facteurs explicatifs, on va aussi avoir des lacunes pour déterminer les limites écologiques. Et notamment, dans toutes les études que j'ai montrées jusqu'à maintenant, on ne prend pas en compte les événements extrêmes, malgré que la littérature montre leur importance, tout simplement parce que c'est compliqué et ça va être corrélé aux tendances à long terme. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas bien faire. Concernant la vulnérabilité, les limites, ben c'est que déjà, on n'a pas beaucoup de cartes disponibles. J'ai montré 2 exemples, mais c'est les 2 seuls qu'on ait. Ces cartes, on ne sait pas intégrer la variabilité des peuplements. On a vu que ça jouait beaucoup, mais on n'a pas de cartes qui décrivent les caractéristiques des peuplements. Donc, on peut faire des cartes uniquement de surmortalité climatique qui sont liées à l'évolution du climat ou aux conditions stationnelles. Et ces cartes-là ne préjugent pas des évolutions climatiques futures. C'est des cartes qui sont faites à un temps T, mais c'est très difficile de les projeter dans l'avenir parce que c'est très compliqué de savoir quelle évolution du stress hydrique on va avoir dans les 3, 4, 5 années à venir. Même si on sait qu'on ne va pas vers des choses positives, c'est cyclique et on peut avoir très bien quelques années favorables. Alors, 2 mots sur les perspectives d'adaptation des forêts au changement climatique. Il reste encore beaucoup à faire. Le premier volet, ce serait de travailler encore sur cet aspect de spatialisation, non pas du bilan en eau, mais de la dynamique du bilan en eau dans le sol dans le temps, puisqu'on a vu que c'était ça qui était important. Un premier volet, ce serait la prise en compte de la profondeur du sol. On a des fosses profondes qui existent de plus en plus. L'ONF en a par exemple pas mal. Et on pourrait essayer de combiner les cartes existantes avec des fosses profondes pour essayer d'avoir une meilleure profondeur de prospection sur de vastes emprises. Donc ça, c'est des choses, un stage est prévu là-dessus avec l'ONF cette année. Il y a aussi le fait d'avoir des mesures de terrain. On a des mesures pour les températures, pas pour l'eau disponible pour les plantes. Donc, ce serait important de pouvoir instrumenter des territoires, faire des mesures pour étalonner nos modèles, vérifier qu'ils marchent bien.
Donc là, il y a un projet d'ANR avec des collègues allemands hydrologues. Après, il y aurait la prise en compte des flux hydriques. J'ai montré une étude qui faisait ça, mais les modèles ne sont pas couplés. Ce sont des modèles qui sont séparés aujourd'hui. Donc, d'intégrer des modèles de flux sur des modèles de bilan en eau, ce serait une vraie avancée pour mieux prendre en compte les effets de topographie locale. Et ensuite, il y a la prise en compte de la neige. Donc là, il y a déjà des modèles qui existent, mais il faudrait encore les coupler. Ce sont des choses qui restent à faire. Dernier volet, ce serait améliorer notre caractérisation des risques sanitaires. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on n'est pas bien capable de suivre la dynamique des dépérissements aujourd'hui parce que tout simplement, le forestier va couper les arbres quand il meurt et on ne les voit plus. Donc, la probabilité d'inventorier des arbres morts est relativement faible, d'être au bon endroit au bon moment est relativement faible et on n'est pas très bon déjà pour faire un suivi. Et là, il y a des approches satellitaires qui se développent sur des séries temporelles qui permettent à des pas de temps relativement fins de faire un état des lieux de la forêt. Donc, c'est un des sujets de la thèse d'Hélène Carletti qui a commencé il y a quelques mois. Et l'idée, ce serait aussi de coupler ces données télédétection qui vont vraiment nous caractériser les zones à risque avec des données de placettes qui décrivent la dendrométrie des arbres pour pouvoir mieux comprendre, continuer à améliorer la compréhension des peuplements qui sont vulnérables à un aléa identique, comment varie la vulnérabilité en fonction du peuplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui permettrait également de prendre en compte les événements extrêmes. Donc l'idée, ce serait d'identifier des indicateurs de stress, probablement hydrique et thermique, et d'identifier si on peut voir des seuils de déclenchement qui font qu'un peuplement est sain jusqu'à un moment, et à un moment donné, il devient dépérissant. Donc quel seuil il a franchi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce seuil est le même le long des gradients écologiques? Il y a énormément de questions qui se posent derrière tout ça. On pourrait aussi travailler sur les modèles basés sur les processus. Là, on a parlé de modèles empiriques, mais on peut travailler avec des modèles basés sur les processus. Donc, on a fait des essais dans le cadre d'un stage très récemment. Là, pour l'instant, ça ne marche pas très bien, mais on continue à s'intéresser à ça. Et puis, il y a tout un effet qu'on a mis en évidence dans la thèse d'Adrien Tacohen, donc des effets surface terrière, des effets mélange, des effets structure qui expliquent fortement, qui modulent fortement les impacts du climat sur la mortalité. Et donc là, il y a un projet de thèse qui est partiellement acquis pour essayer d'étudier ces effets-là, qui auraient vraiment un intérêt pratique pour les gestionnaires important. Et enfin, et pour plus tard, il y a toute cette question de l'adaptation à étudier. On est capable d'identifier des zones et des peuplements qui résistent mieux que prévu au changement climatique. Et bien, à un moment donné, il va falloir aller les étudier pour voir ce qui se passe, combien de temps ça dure, est-ce que ça perdure dans le temps ou pas. Voilà, alors pour conclure, il y a un certain nombre d'acquis, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Hein. Si on veut résumer les apports de ces approches d'écologie spatiale, on a vu qu'on arrivait à combiner des questions d'emprise, travailler sur de larges emprises, à résolution quand même relativement fine, tout en ayant des séries temporelles. Donc ça nous fait une bonne base de données qui est disponible pour d'autres études par la suite. Et on peut étudier justement les limites écologiques ou les critères de vulnérabilité des espèces avec ces informations-là. On a vu que faire de la fine résolution spatiale, globalement, ça avait du sens. C'est à moduler. On a testé un certain nombre de variables, pas toutes. Voilà, c'est à moduler suivant les données, mais ça marche. Une autre information importante, c'est qu'on peut évaluer la vulnérabilité des peuplements sans avoir d'informations spatiales précises sur les attaques biotiques. Parce que ce sont les attaques biotiques qui entraînent la mort de l'arbre au final, et on n'a pas de cartographie spatiale. On ne connaît pas la dynamique spatiale et l'évolution dans le temps de ces attaques. On n'a pas de carte. D'accord ? Donc, on avait fait le pari qu'on arrivait quand même à modéliser les dépérissements, et ça marche. Parce que finalement, ces attaques biotiques sont indirectement prises en compte dans des facteurs climatiques qu'on met dans les modèles, probablement. C'est probablement ça l'explication. Et enfin, ce qu'on a mis en évidence, c'est que ces effets du changement climatique, ils étaient complexes. À la fois, on a une remontée des espèces avec une mortalité plus importante en zone chaude et sèche, mais on a vu aussi l'inverse de l'adaptation qui, en fin de compte, conduit à l'inverse, où on a plus localement une meilleure résistance dans des zones sèches et sèches. Alors, on a l'impression de dire un peu deux choses contraires, mais en fin de compte, les deux s'emboîtent. Il va falloir continuer à étudier ça pour mieux comprendre ce qui se passe. Il y a sûrement une question d'échelle qui joue derrière ça. Et donc, tous ces travaux ont donné lieu à pas mal de valorisation auprès de nos partenaires. Il y a une base de données qui a été créée qui s'appelle Digitalis. Il y a un portail web qui a été créé qui s'appelle Sylvae. Il y a une centaine de couches qui sont en téléchargement en libre service. On a diffusé beaucoup de données auprès de beaucoup de partenaires. Ça se compte en milliers de couches d'informations diffusées à plein de partenaires différents.
Un autre intérêt en termes de valorisation, c'est qu'on contribue à l'évaluation des méthodes. Hein. On parlait des modèles de distribution, des modèles de mortalité, lesquels marchent mieux, quels sont leurs avantages, leurs limites, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire ou pas, ce sont vraiment des choses importantes parce que c'est utilisé aussi par les praticiens. Et puis, on commence à avoir quelques aspects opérationnels pour la gestion adaptative des peuplements. Beaucoup reste à faire encore. Et tous ces travaux ont donné lieu à plein de collaborations. On peut parler de collaboration avec le CRPF pour cartographier les stations forestières à l'échelle de vastes territoires, des collaborations avec le CRPF ou avec la société Forestis aussi, avec lequel il y a eu pas mal de transferts de données et de méthodes. Donc pour terminer, l'adaptation de nos forêts est nécessaire, vu que les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas. On voit bien que l'adaptation, et vu les problèmes sanitaires qu'on a aujourd'hui, l'adaptation est absolument nécessaire. Donc on a à la fois un besoin de connaissances scientifiques et de connaissances pratiques, et c'est relativement pressé. Les gestionnaires sont très inquiets de voir l'évolution de la situation et sont demandeurs de ces connaissances qui tardent un petit peu à arriver. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire et j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt des cartes prédictives pour essayer d'apporter quelques éléments de solution à ces problèmes. Je vous remercie de votre attention.